Diable Jump. Yo les bros, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 989, un chapitre qui pour le coup et en toute sincérité m'a plutôt déçu. C'est un sujet en particulier qui me fait tiquer et que j'ai du mal à cerner, mais nous allons malgré tout voir tout ça ensemble dans cette review. Cependant, ce chapitre a permis de préciser 3 de mes idées et théories que je vous avais révélées récemment, donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler puisque certaines choses étaient vraiment très intéressantes. Nous allons commencer, mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne manquer aucune prochaine vidéo, surtout que dimanche matin, je vous sors une nouvelle théorie. Plus si cette review vous plaît, eh bien un petit like serait le bienvenu. Merci 1000 fois à vous et allons-y. Nous retrouvons Luffy qui confie la protection de Shinobu et Momonosuke à Yamato. Évidemment, qui d'autre serait mieux placé qu'elle, se prétendant être Oden Kozuki pour les protéger. C'est avec une grande maladresse que Yamato s'adresse aux deux Kozuki comme étant Oden, leur protecteur. Chose qui évidemment fera fuir Momonosuke et Shinobu de peur. Pour le coup, c'était une de mes scènes préférées du chapitre, la voir prétendre être Oden devant le fils de ce dernier avec très peu de confiance et de conviction, montre bien que, bien qu'elle souhaite être un homme et de surcroît incarner Oden Kozuki, eh bien rien n'a jamais été autant concret qu'aujourd'hui. Du coup, Yamato se retrouve avec des responsabilités qu'elle rêvait à l'époque, mais qui se trouvent être bien réelles aujourd'hui. Reste à savoir ce que ce nouveau Oden va devoir faire pour acquérir la confiance de son fils et de ses vassaux. Big Mom se relève finalement de l'attaque de Franky, sans blessure ou perte de mémoire, et ce dernier en profite également pour se présenter face à l'empereur, nous offrant l'une des rares belles scènes depuis son introduction. À l'image de Jinbei face à l'empereur en pleine tea party, clamant haut et fort qu'un membre de l'équipage du futur roi des pirates ne doit craindre une simple Yonko, Franky à son tour expose sa fierté et sa confiance en son capitaine, futur grand conquérant des mers. C'est un plaisir que seuls les lecteurs de One Piece peuvent comprendre que de voir la détermination et la confiance que portent les Mugiwara en Luffy. Mais ce qui est encore plus marquant et qui saute encore plus aux yeux, c'est non pas Luffy qui deviendra roi des pirates, mais son équipage qui le portera jusqu'à ce titre. Puisque sans son équipage, jamais Luffy ne pourra accomplir son rêve, et ça il le sait très bien. C'est une nuance que nous avons tendance à oublier, de mentionner, mais elle a toute son importance et appuie encore plus la place précieuse de l'amitié et d'être bien entouré. Tous seraient d'ailleurs capables de mettre leur rêve de côté pour que leur capitaine réalise le sien, et c'est juste incroyable. Personne n'aurait fait de meilleurs Mugiwara que nos Mugiwara actuels. Alors que Franky se prépare à tirer son Radical Beam sur Big Mom, 3 nouveaux Numbers apparaissent. La silhouette de l'un d'entre eux aura d'ailleurs été vue dans le chapitre 978. Une révélation sera faite sur le sujet, nous en savons finalement un peu plus de leur origine. D'après Big Mom, les Numbers ce serait une version ratée des anciens géants que Kaido a acheté à Punk Hazard. C'est un élément que j'avais déjà relevé dans la review du chapitre 981. En effet, Kid avait à l'époque fait un commentaire sur la taille de Numbers qui était plus grande que les géants normaux. J'ai expliqué qu'il pourrait avoir donc un lien avec les Yeti Cool Brothers de Punk Hazard, ces êtres faisant partie d'une race de géants inconnus d'après les databooks Vivcard. Jusqu'à présent, 3 types de géants nous ont donc été dévoilés, les anciens géants tels Oz et ceux qui semblent être les Numbers du coup, la race de géants inconnus des Yeti Cool Brothers qui est peut-être la passerelle entre les démons géants que nous venons de voir et la race de géants normales tels Alrudin, Dory et Brogy, etc. qui sont donc le type le plus connu de ces humanoïdes. Donc l'idée que les Numbers soient liés aux Yeti de Punk Hazard semble être la bonne, de nombreux points sont malgré tout à éclaircir puisque cette histoire de race de géants semble profondément inscrite dans les vestiges antiques de One Piece et mérite une attention particulière dans une vidéo totalement dédiée. Le mystère s'épaissit autour d'Onigashima et son éventuel lien avec cette race démoniaque. C'était une première pseudo-confirmation de théorie, la seconde est d'ailleurs beaucoup plus concrète puisque dans la grosse vidéo de tous les combats de la guerre d'Onigashima que j'ai réalisé le mois dernier, eh bien j'avais noté l'apparition future du Iron Pirate Franky Shogun pour contrer les Numbers pendant que Franky les combattra aux côtés de Usopp et Chopper. Dans ce chapitre, Chopper, Usopp et Franky se sont donc bien retrouvés et ce dernier a immédiatement commencé à former le Iron Pirate, donc même si ça peut encore changer malgré tout, j'ai le sentiment que les mystérieux Numbers ont leurs adversaires totalement attitrés. Maintenant, je pense aussi que Chopper pourrait se transformer en Monster Point pour se battre avec un Numbers et qu'Usopp fasse preuve d'ingéniosité comme à son habitude pour participer à ce combat. Nous n'avons plus qu'à espérer la réapparition de God Usopp ou de Sogeking avec de nouveaux pouvoirs et de nouvelles capacités. On en vient au problème du chapitre, ce qui m'a fait tiquer donc du coup, le traitement de Big Mom. Ce personnage n'est désormais lui aussi qu'un ressort comique. Il n'inspire ni crainte, ni peur, ni puissance. Big Mom est désormais tout ce qu'il peut y avoir de plus banal et si elle n'est pas accompagnée de Kaido, ses paroles n'ont plus du tout le même écho que lors de son introduction. Et tout ça c'est à cause du traitement que lui donne Oda. Dites-moi sincèrement si pendant un seul instant de l'arc de Wano Kuni, Big Mom vous a généré ne serait-ce qu'un dixième de la menace qu'elle dégageait au début de Whole Cake Island. Dites-moi si actuellement, lorsqu'elle fait face à l'un de nos antagonistes, vous craignez réellement pour lui. Personnellement ce n'est plus mon cas et ça depuis son arrivée sur Wano, tout simplement car elle ne sert que de clown, alors qu'il s'agit de la femme la plus puissante au monde. La force, la menace et l'influence qu'elle possède pourraient faire pâlir n'importe quel autre pirate. Cette femme, lorsqu'elle avait seulement 5
5 ans pouvait déjà résister à l'attaque d'un géant vieux de plus de 400 ans, une force capable de percer n'importe quelle défense. Aujourd'hui encore, la seule façon de la blesser est de mettre en œuvre des stratagèmes totalement délirants qui ne marchent même pas. Alors du coup, pourquoi faire en sorte qu'aujourd'hui, n'importe qui puisse entrer et sortir de son territoire sans subir une lourde perte? Pourquoi aujourd'hui, un personnage tel Jinbei, aussi fort qu'il soit bien évidemment, puisse malgré tout la maîtriser un tant soit peu alors qu'elle se bat sans doute à force plus ou moins égale avec Kaido, la plus puissante créature du monde? Pourquoi faire en sorte que Robin puisse la faire rouler sans qu'elle ne puisse rien faire alors que cette femme, à l'origine, contrôle littéralement le feu et la foudre? Rabaisser un tel personnage à ça ne rime à rien, car même s'il ne s'agit que d'un plan pour mieux la faire briller plus tard, en attendant, la seule chose qu'on remarque de Big Mom et de son équipage en général, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils sont censés être. C'est la deuxième fois que je râle vraiment sur un personnage, donc après Sanji bien évidemment, loin de moi le désir de prouver que je sais mieux ce que Oda devrait faire de son manga et de ses personnages. Cependant, nous sommes tous très nombreux à trouver que non, Big Mom n'est pas un mauvais personnage du tout, elle souffre juste d'une attention étonnante et pas forcément positive de la part d'Oda. C'est d'ailleurs pour ça que je décide d'en parler, car beaucoup partagent le même avis que moi. Tout ça pour dire que au final, j'ai moins facilement apprécié ce chapitre puisque la partie principale des Mugiwara contre Big Mom s'est retrouvée être finalement un véritable cirque. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai été le seul à penser ça, faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, désolé d'être passé pour un rabat-joie, mais j'avais envie d'exprimer ce sentiment avec vous, c'est d'ailleurs aussi à ça que sert une review. Après, j'ai malgré tout beaucoup aimé que les Mugiwara, qui sont souvent en second plan, aient une sorte de synergie et attaquent ensemble, notamment Franky, Brook, Robin et Jinbei, qui sont finalement les plus âgés d'équipage. Je pense que ça a été un désir d'Oda de faire en sorte que ces personnages précisément passent à l'action ensemble et je trouve ça très cool malgré le coup de gueule passé plus tôt. Tous les Mugiwara finissent par se retrouver au même point petit à petit et Luffy rencontre Zoro. C'est ici que ma troisième idée finit par se préciser, le capitaine et le vice-capitaine partent en avant pour s'occuper de Kaido. Pour le coup, je pensais que c'était les Supernovas qui allaient s'occuper de Kaido, chose qui pour l'instant n'est pas prévue puisque ce sont les Fous Rouges qui affrontent le terrible empereur. Cependant, cela fait plus d'un an déjà que je soutiens l'idée que Zoro aura un rôle dans le combat contre Kaido, et cela bien avant l'apparition de la lame Enma et de son acquisition. C'est donc un véritable plaisir que de voir une théorie pourtant si peu appréciée et surtout largement critiquée à l'époque se confirmer petit à petit. Zoro va-t-il donc à son tour perpétuer la volonté de Ryuma, le dieu des lames, et tout comme lui trancher un dragon menaçant Wano Kuni? Ça serait une magnifique conclusion à l'étonnante symbiose que possédaient Ryuma et Zoro. Une alchimie entre ces deux personnages qui ne durera qu'un instant mais qui aura marqué la communauté entière. Malheureusement, avant de pouvoir atteindre le toit d'Onigashima, les deux Mugiwara se retrouvent donc interceptés par l'équipage de Kaido. Queen et King protègent leur capitaine, forçant Luffy et Zoro à se regrouper avec tous les autres. Les Mugiwara sont donc au complet, prêts à affronter Big Mom et les commandants de Kaido. La dernière page pour le coup est vraiment magnifique et me fait immédiatement penser à celle de l'île des hommes poissons. Tout le monde est là, prêt à livrer une bataille acharnée. C'est donc aussi la réapparition de Sanji qui nous a causé beaucoup de soucis dans le dernier chapitre après l'attaque de plein fouet qu'il s'est pris venant de King. Sans surprise, l'arrêt de suite lui a donc sauvé la vie. Au-delà de l'avoir protégé d'une mort certaine, elle semble l'avoir quasiment immunisé aux dégâts. La technologie du Garma est donc encore plus incroyable que je l'aurais imaginé et risque de conférer à Sanji plus qu'un power-up mais bien une seconde vie, littéralement. J'ai cependant été étonné de le voir en tenue normale. Est-ce que l'arrêt de suite se brise pendant un temps après avoir reçu un tel choc? Est-ce qu'il a volontairement désactivé? Cette arme doit forcément avoir une sorte de limite ou un point faible qui permettra de mieux contrôler le power-up de Sanji afin de ne pas faire de lui un monstre de puissance capable de rivaliser avec le premier capitaine d'un Yonko. Car oui, rappelons quand même que King est le commandant sans doute le plus puissant de Kaido, qui lui-même semble être le plus puissant personnage de l'histoire à ce jour. Si Sanji parvient à l'égaler grâce à sa combinaison, alors il peut largement le faire avec Katakuri, voire même peut-être Marco. Et là, même si j'aime beaucoup l'idée, permettez-moi de douter un petit peu malgré tout. Quoi qu'il en soit, de nombreux combats sont sur le point de débuter, un d'entre eux n'a pas été vu dans ce chapitre, et il s'agit de celui des Fourreaux Rouges et des Minx contre Kaido et Jack. Yogoro semble avoir confiance et ne ressent pas une future défaite, mais j'ai vraiment du mal à croire que vaincre tout ce monde sera chose aisée et qu'Oda nous réserve pas une autre mauvaise surprise car tout paraît presque un peu trop simple pour le moment. Normalement, les véritables difficultés sont censées débuter dès à présent. C'est donc la fin de cette review les bros. Les deux derniers chapitres sont moyennement propices à une analyse avancée expliquant ainsi la courte durée des vidéos, mais j'espère avoir pu vous divertir le temps d'une coupe de saké. On se donne rendez-vous dimanche pour une toute nouvelle vidéo qui est prévue depuis plusieurs semaines déjà, j'espère que vous serez au rendez-vous et surtout qu'elle vous plaira. Je vous souhaite un très bon week-end les bros, à dimanche donc, et surtout, portez-vous bien. Peace.